Salut! Alors c'est en direct du Costa Rica que je vous fais cette courte vidéo pour vous parler de mon voyage, mais surtout de mes trucs et astuces pour mieux préparer votre voyage à vous. À titre d'information, on est le 1er février 2024. On est en pleine saison sèche au Costa Rica. C'est la saison haute touristique, donc c'est rempli de monde. Je vous avouerai que je croyais rencontrer plus de personnes que ça. Je ne me suis pas du tout sentie envahie pendant mon voyage. Par contre, on n'a pas fréquenté nécessairement les villes ou les villages les plus populaires. Pour la préparation de mon voyage, moi j'ai choisi de tout réserver à l'avance comme c'était en saison haute. Je me rends compte une fois ici que j'aurais pu attendre de réserver. Je dois par contre mentionner que je voyage avec 3 voyageurs dans le cadre d'un voyage de coaching. Donc c'est un risque que je ne voulais pas prendre en étant 4 personnes. Pour le vol, on a opté pour la compagnie Air Transat qui offre des vols directs. On est très satisfait de notre vol. Et nous avons décidé de louer une voiture. On a fait affaire avec la compagnie Mapache, donc Mapache, qui nous a offert un bon service, mais on a eu un problème de voiture en plein milieu de la jungle. Donc, on avait une voiture manuelle. La clutch a brûlé et pourtant, on a été très doux avec la voiture. Je suis une conductrice de voiture manuelle et il a fallu débourser quand même 904 $ américains dès qu'ils ont changé la voiture sans même qu'ils vérifient le pourquoi est-ce que ça avait brisé, est-ce que c'était de notre faute ou de la leur. Donc, je vous avouerai qu'à l'heure où je filme cette vidéo, je ne suis pas certaine de vous référer ou non Mapache, à confirmer. Toutefois, je dois quand même mentionner qu'ils nous ont fait un super accueil. La voiture avait l'air en très bonne condition quand on l'a prise. Et comme je dis, c'est au milieu vraiment de la jungle, à plusieurs heures de route de San José que la voiture a brisé. Et dans la même journée, ils nous ont amené une voiture de rechange et ont fait remorquer la voiture brisée. Concernant la voiture, assurez-vous d'être bien assuré avec une compagnie d'assurance à la maison. Ou sinon, de prendre les assurances supplémentaires ici, là, quand vous arrivez au Costa Rica. Sachez que nos polices d'assurance maison, donc moi j'ai une très bonne assurance voyage avec Desjardins. Par contre, ça ne couvre pas les bris mécaniques, ce que je ne savais pas. Ça, c'est tous des petits détails qu'on apprend au fil du temps, au fil qu'on a besoin d'assurance puis qu'on se rend compte qu'on n'en a pas. Donc, assurez-vous en venant au Costa Rica de prendre quand même une assurance là, pour les bris mécaniques. Je comprends que c'est très rare que ça brise. Par contre, une fois que vous allez être ici, si vous décidez de sortir un peu des routes pavées, vous allez être très content d'avoir une assurance un petit peu plus blindée que l'assurance de base. Je vous suggère fortement, parce que je ne peux pas obliger, mais je vous dirais, louer un 4x4. Les compagnies de location de voitures, les locaux ici au Costa Rica vont vous dire que le 4x4 n'est pas essentiel. Je peux vous assurer que comme touriste, en voyant l'état des routes, c'est une voiture louée. On a absolument besoin d'un 4x4. J'irais même plus loin en conseillant fortement le Jeep ou une voiture plus haute qu'une voiture normale. Nous, on avait un Suzuki Vitara. Très bonne voiture, là, pour être honnête, mais quand même un peu base de terre là, pour certains chemins. Je vous dirais, là, les routes au Québec sont extrêmement belles comparées à ce que j'ai vécu ici au Costa Rica. Côté bagages, bien sûr, je conseille un gros sac à dos ainsi qu'un sac à dos de jour. Apportez un sac aussi d'épicerie, un sac réutilisable si vous allez à l'épicerie. On se rappelle que le Costa Rica, c'est un pays assez dispendieux. Tout est payé, vous pouvez payer en colones, qui est la devise d'ici, mais vous pouvez aussi payer en dollars américains. Donc, un repas moyen, là, ça va de 6 $ US, ça c'est pas très cher, là. 12 $ US au restaurant, c'est plus la moyenne de ce que moi j'ai vu.
Donc, apportez-vous un sac d'épicerie pour être capable de cuisiner si c'est votre désir. Ensuite, prévoyez du linge pour une température chaude, mais prévoyez aussi des couches pour une température plus fraîche, pas froide, mais quand même plus fraîche, parce qu'il y a des gros changements d'altitude ici dans le pays selon où vous décidez d'aller. Si vous montez un volcan, par exemple, en ce moment, moi, je me trouve dans la région de Cartago, qui est plus en altitude. C'est extrêmement plus frais que ce que j'ai vécu dans la région du Corcovado, où juste d'exister me faisait suer. Quelque chose que j'aurais aimé avoir dans mes bagages, ce sont des barres-tentes soutenantes. Normalement, j'en trouve là, dans les épiceries d'autres pays. Ici, pas super facile, non. Ce sont des barres-tentes sucrées, des barres-tentes vides. Donc, si vous voulez partir là, en randonnée, pour une journée de route, tout ça, c'est aidant d'avoir des barres-tentes soutenantes. Ensuite, côté souliers, j'ai opté pour n'apporter que des bottes de marche et des gougounes. Les gougounes, bien sûr, pour la plage, mais aussi pour me promener dans un Airbnb, une auberge, prendre une douche, etc. Je suis très contente de mes bottes de marche parce qu'il y a des sentiers, là, vraiment, soit un petit peu plus boiteux, remplis de cailloux, de racines. Mais j'avoue que quand j'avais très, très chaud dans le Corcovado, je m'ennuyais vraiment de mes running un petit peu plus légers que les bottes de marche. Donc, si vous avez de la place dans vos bagages, peut-être apporter les deux. Mais sinon, je vous avouerai que pour être légère, je suis contente d'avoir opté pour seulement des bottes de marche et des gougounes. Côté monnaie, je vous suggère, moi, on m'avait dit que tout se payait en US ici. C'est vrai et c'est pas vrai en même temps. J'ai été surprise, en fait, à quel point les prix sont annoncés en colones. Vous pouvez toujours payer en US. Par contre, si vous payez en US et que vous ne donnez pas la monnaie exacte, ils vont vous redonner le change en colones. Donc, tant qu'à y être, moi, j'aurais préféré apporter des colones, pouvoir payer, dépenser en colones et ne pas avoir trop de dollars américains. Dans les bagages, j'ai oublié de vous dire de mettre au moins 2 maillots de bain. Moi, je ne suis pas une baigneuse, donc souvent j'oublie d'apporter un maillot de bain. Pour ce voyage-ci, j'en ai apporté seulement un, mais je répète, dans les régions très chaudes, je ne voulais qu'être en maillot de bain. Alors, j'aurais aimé avoir 2 maillots de bain, juste aller fréquenter la plage avec le sel, le sable, etc. Donc, même si vous êtes frileux, ça ne vous tente pas trop de vous baigner, prévoyez quand même 2 maillots de bain dans vos bagages. L'eau en saison sèche, l'eau de la mer, elle est surprenamment chaude. Au parc Marino Balena, je me suis baignée, l'eau, je vous dis, là, c'était minimum 80 degrés, sinon 85 degrés. Dans le Corcovado, même chose, eau très, très chaude. Dans les piscines, même chose. Donc, je vous recommande fortement d'apporter ce qu'il faut pour ça. Ensuite, apportez une bouteille d'eau réutilisable si vous prévoyez du moins aller dans le Corcovado, qui est un parc national très protégé. Les bouteilles de plastique jetables sont interdites. Petit conseil vraiment de base pour plusieurs, j'imagine, mais j'ai quand même fait l'erreur d'apporter de la crème solaire et du chasse-moustique en crème. On fait pas ça. Hein? C'est pas le fun, ça. C'est pas le fun, surtout quand on a tellement chaud et que notre peau est trempe de sueur. Et moi, je vous dis, dans la vie, là, je suis pas quelqu'un qui sue facilement. Mais j'ai été vraiment les bras complètement humides. Donc, quand on est complètement en trempe, c'est vraiment désagréable de se mettre la crème solaire et du chasse-moustique en crème par-dessus ça. Donc, apportez ce qu'il faut en spray. Parlant de moustiques, sachez qu'il y a beaucoup de tiques au Costa Rica, du moins là, dans les régions les plus chaudes de la jungle. Et les guides vont carrément vous dire de vous mettre du chasse-moustique sur vos bottes, les chevilles, les bottes jambes, parce que les tiques vont vous monter dessus. Et effectivement, dans mon groupe, il y en a qui ont eu des tiques. Les guides nous disent qu'eux, ils s'enlèvent des centaines de tiques par année. Pour nous, Québécois, c'est très stressant de se faire dire ça à cause de la maladie que les tiques transmettent. Mais sachez qu'au Costa Rica, les tiques ne transmettent, du moins dans le moment,
aucune maladie, donc il n'y a vraiment aucun danger à se faire piquer par une tique. Je vous suggère, en fait, c'est pas moi qui vous suggère, c'est les voyageurs avec qui je suis. Je vous suggère d'apporter des feuilles de Fleecy parce que sérieusement, on pue, ça n'a aucun sens. Comment on pue? C'est humide ici, on a beau essayer de laver notre linge, il n'y a pas de laveuse, sécheuse, hein? Donc on fait de notre mieux, donc feuilles de Fleecy. Ensuite, apportez des lingettes humides ou peut-être une guenille pour pouvoir essuyer vos pieds quand vous allez à la plage. C'est quand même aidant là, pour le sable. Et finalement, on aurait aimé quand même avoir une petite brosse pour nettoyer nos bottes après les journées dans la jungle, dans la boîte, dans le sable, etc. Et finalement, je vous parle de notre itinéraire que j'ai adoré. C'est mon deuxième voyage au Costa Rica et je dois avouer que pour mon premier voyage, j'ai bien aimé le Costa Rica, mais ça a été loin d'être un pays coup de cœur pour plusieurs raisons. J'ai trouvé que c'était trop fréquenté, qu'il manquait d'une certaine profondeur culturelle et que c'était très cher pour ce que c'est en fait le Costa Rica. Cette fois-ci, j'ai fait un itinéraire complètement différent et je repars charmée par le pays, par les beautés que j'ai vues, les beautés que j'ai explorées, mais aussi par les gens que j'ai rencontrés. Donc, on a passé une première nuit à San José, dans un Airbnb tout près de l'aéroport. Je vais tenter de mettre les liens dans la description de la vidéo. Ensuite, on est descendu tout de suite tout près d'Uvita. Et là, ça a été notre première expérience de route non pavée. Ce n'était qu'une préparation, je peux vous assurer, un petit 750 mètres de non pavé. Et on est allé au parc Marino Balena. J'espère que je le dis bien. En tout cas, c'était super. Une très belle plage, très longue plage, bordée par des palmiers. Donc, vous pouvez avoir un spot à l'ombre, apporter un pique-nique, de la lecture, maillot de bain, crème solaire, chasse moustique aussi. Des leçons de surf sont offertes. Donc, cette année, c'était 50 $ US pour 2 heures de surf. Et l'homme qui est avec moi, qui a 72 ans, a pris sa première leçon de surf à vie et il a réussi. Alors, je pense que peu importe votre âge, vous pouvez essayer si jamais ça vous tente. Après Uvita, on s'est dirigé tout de suite vers le Corcovado, vers un endroit qui s'appelle le Sabalo Lodge. Donc, pour se rendre là, on a dû se rendre jusqu'à Sierpe. À Sierpe, on a pris le ferry qui, je vous dis, suivez votre GPS. Vous mettez quelque chose comme ferry, River Ferry Sierpe et vous allez arriver à une espèce de une rivière où une plateforme métallique rouillée va vous attendre. Là, les villageois qui sont là nous ont aidés, ils ont appelé la plateforme qui était de l'autre côté de la rivière. Si jamais il n'y a personne, vous klaxonnez et la plateforme va éventuellement venir vous rejoindre. Donc, c'est quelqu'un qui la conduit avec un bateau. Vous rentrez à reculons sur cette plateforme-là, c'est super important. Donc, de Sierpe, vous rentrez à reculons sur la plateforme, il va vous traverser et là, vous êtes rendu de l'autre côté. Donc, route non pavée à partir de là. Et vous ne pouvez pas vous retourner de bord. C'est pour ça que je dis que c'est important de rentrer de reculons pour pouvoir sortir de face. Et là, le Sabalo Lodge, c'était environ, je pense, 18 ou 20 km sur une route non asphaltée, mais surprenamment belle quand même. C'était vraiment pas si pire. Sabalo Lodge, je recommande fortement. C'est un endroit enchanteur. Vous pouvez aller faire du kayak gratuitement dans une rivière pour aller voir des mangroves. C'était vraiment une belle expérience. Piscine naturelle qui est en fait la rivière où on peut observer des singes de temps en temps. Hein. C'est des animaux sauvages qu'on ne contrôle pas. Moi, j'ai vu un coati. On voit des super beaux oiseaux. Vous pouvez manger sur place, mais je vous recommande quand même d'apporter de la nourriture là, pour cuisiner. Sachez qu'il n'y a pas de frigo dans les chambres, donc vous devez le mettre dans le frigo commun. Il n'y a pas beaucoup d'espace, donc on fait attention à la nourriture fraîche qu'on apporte au Sabalo Lodge. Après et au Sabalo aussi, je voulais dire qu'on a pris une excursion en bateau pour aller voir les mangroves. J'ai beaucoup aimé, c'est une longue journée de bateau. En fait, la majorité de la journée est utilisée pour aller voir les animaux et non les mangroves. Donc, le guide va vraiment nous aider à observer les animaux.
Et on passe à peu près 10-15 minutes là, dans les mangroves. Moi, j'ai pas été du tout déçue parce que c'était un très beau tour de bateau et parce que j'avais profité du kayak aussi pour aller voir les mangroves. Donc, voilà ma petite astuce là, pour être bien content de tout ce que vous faites. On s'est aussi payé un tour jusqu'à la cascade, donc vraiment pas difficile d'accès, mais on a besoin d'un guide au moins pour une première fois. Ça coûtait 10 US, si je ne me trompe pas, ouais, 10 pour s'y rendre. Et c'est une cascade où on peut se baigner. Le guide va aussi installer une corde, on grimpe une paroi rocheuse si ça vous tente, pour aller se baigner dans un petit bassin là, un peu plus haut. Vraiment une très belle expérience. Ça a énormément valu la peine, c'est très relaxant. Puis encore là, on peut observer de la belle vie, là, des insectes, une grosse fourmilière, lézards, caméléons à la queue bleue, etc. dans la jungle, c'était vraiment beau. Ensuite, on a continué notre chemin jusqu'à Drake Bay. En 2024, la route la plus courte n'est pas indiquée sur Google Maps. Donc, en sortant du Sabarro Lodge, on tourne à droite. Et pas longtemps après, donc peut-être 3 minutes d'auto plus tard, à la droite toujours, il y a une rue, c'est marqué Drake Bay, 25 km vers la droite. On prend cette rue-là, mais il vous faut absolument un 4x4 pour prendre cette route. Donc, c'est ça. C'est toute une expérience. Conduisez lentement, avec confiance et peut-être en priant aussi. Mais non, sérieusement, il y a quelques montées difficiles là, quand même pendant la route. Donc, on se met en 4x4, on y va lentement. Mais ça se fait. Ça se fait, je l'ai fait. Drake Bay, un village, j'ai eu vraiment un coup de cœur. Je pensais que ça serait bondé de monde. C'était pas bondé de monde, donc j'ai adoré ça. L'eau est extrêmement chaude, la plage est belle. Il y a un long sentier qui mène, en fait, vous pouvez marcher pendant plusieurs heures sur ce sentier-là, mais ça va vous mener en dedans de 35 minutes, là, 40 minutes, à une autre plage qui est Cocolito ou Cocalito. En tout cas, moi, j'ai vu les deux noms. Une plage encore presque déserte, eau chaude. C'est vraiment très beau. Nous, on s'est payé 2 tours à Drake Bay. Donc, on a fait la Tapir Trail. Tapir Trail qui était un tour de fin PM, début soirée, pour aller observer des animaux. C'était vraiment le fun. J'ai comme le goût de ne pas vous en dire plus, mais je vais juste dire, le guide nous amène dans un jardin privé, qui a encore des Costaricains qui sont les gardiens de ce jardin-là. On a observé des arbres fruitiers. Ensuite, on est allé voir des animaux dans la jungle. On est allé se baigner dans une cascade. Donc, apportez votre maillot de bain si vous faites la Tapir Trail. Et ensuite, le soleil tombe, on sort nos frontales et là, on va observer les araignées, les serpents, les grenouilles de nuit. C'est exceptionnel. Et quand on est de retour au jardin, en général, là, on va être capable d'observer un tapir de très près. Donc, le tapir vient la majorité des soirs. Nous, il n'est pas venu. On est parti et après 5 minutes de route, le guide s'est fait appeler pour les gardiens de la place. On dit hey, le tapir est là, donc il est retourné. On est retourné pour voir le tapir. Fait que c'était vraiment un super beau tour. On s'est aussi payé une belle randonnée avec une compagnie qui s'appelle Sukia Travel. Donc, c'est une petite compagnie très humaine. On a choisi de faire la longue randonnée avec eux. Donc, c'était 1h15 de bateau pour nous amener jusque dans le parc national du Corcovado, la station Sirena. Sirena, c'est une jungle secondaire. Ça veut dire que les arbres ont déjà été tous coupés pour différentes raisons. Là, on s'est fait dire que les gens ont cherché de l'or dans la région. Et ils ont repoussé. Donc, c'est une forêt qui a une 50aine d'années, ce qui fait que les arbres sont très abondants, mais sont moins hauts que dans les jeunes qu'on dit primaires. Le fait que les arbres sont moins hauts, ça facilite l'observation d'animaux. Donc, à la Sirena, on a passé un bon 3 heures, je crois, là, à se promener dans les sentiers, observer des animaux de très près, encore une fois, très impressionnant. Et ensuite, le lunch était fourni, très bon lunch. Et en après-midi, on reprenait le bateau pour 45 minutes. Donc ça, c'était en direction de Drake Bay, donc c'est comme un retour. Mais là, on s'arrêtait à la station qui s'appelle San Pedrillo, qui est une forêt primaire. Et dans cette forêt-là, on n'est pas là pour observer des animaux, on est là plus pour faire de la randonnée dans la jungle.
Un petit bémol, donc sur leur site web, c'est indiqué qu'on va visiter une chute. Et nous, c'est une des choses qui nous intéressait vraiment de faire la journée complète, les animaux, puis la cascade en après-midi. Par contre, le chemin de la cascade est fermé au moment où je fais cette vidéo-là. Notre guide nous a dit que ça faisait 1 an qu'il était fermé, qu'il n'était pas sûr que ça allait rouvrir. Tandis que Sukiya Travel, quand je leur ai dit, parce que je leur ai dit que c'est un petit peu de la fausse publicité de nous vendre un tour comme ça, eux nous ont dit « Ah, ça fait juste 1 mois et demi que c'est fermé, puis on avait l'impression que ça réouvrirait. » tout ça. Donc, à confirmer. Bref, juste bien vous informer en réservant votre tour. C'est tout de même une compagnie que je recommande. C'est juste de bien aller chercher l'information. Donc, n'oubliez pas une bouteille d'eau réutilisable pour la randonnée. Notre guide était très zélé pour San Pedrillo. Il nous a fait passer dans la jungle hors sentier. Donc, avec les feuilles et les lianes qui nous fouettent le visage et tout ça. Donc, soyez prêts. C'est une randonnée que je jugerais d'intermédiaire avancé. Donc, quelqu'un qui n'est pas en forme, là, à éviter. Prenez seulement la demi-journée à la Sirena, beaucoup plus facile, beaucoup plus plat, observation d'animaux et tout, c'est super. Puis, si vous voulez un défi physique, on y va pour la journée complète. Fait que très belle journée. Ensuite, on a quitté Drake Bay, on a fait la longue route cette fois-là, donc on voulait faire une route un peu différente. Ardu encore, là, le chemin de terre, mais correct, faisable. Et on s'est rendu jusque dans la région de San Isidoro El General. En fait, on a dépassé cette ville-là pour se rendre plus dans le coin de Rivas. Et de Rivas, on est allé au Cloud Bridge Nature Reserve, que je recommande vraiment fortement. Donc, c'est vraiment une belle forêt secondaire. Encore une fois, c'est un projet de reforestation. En 2002, c'était des pâturages qui étaient à cet endroit-là. Et ils ont reforesté la place, replanté des arbres, laissé la jungle là, reprendre ses droits. Alors aujourd'hui, c'est vraiment une superbe forêt. On n'a pas observé d'animaux, mais quoi qu'on n'a pas les yeux non plus pour ça. Mais par contre, c'était une super marche, vraiment, en nature. Et ensuite, on voulait aller au jardin secret, mais malheureusement, on n'a pas eu le temps parce qu'on a passé trop de temps dans la jungle du Cloud Bridge Nature Reserve. On aurait pensé aller aux eaux thermales qui s'appellent Jevi, G-E-V-I, mais en voyant les reviews sur Internet, en regardant les photos, en réalisant que ça faisait plus piscine commune, tout ça, pas très naturel, on a décidé de sauter notre tour. Et ensuite, on a pris la route vers une ferme, une finca de café que je recommande fortement. Je vais vous mettre le lien là, vers la finca. Ça s'appelle Micro Beneficio Cerro Buena Vista. C'est Luis qui va vous accueillir, donc qui a ouvert, son père a commencé la production de café, mais c'est lui qui a ouvert vraiment là, une finca complète là, de transformation de café. C'est exceptionnellement instructif comme visite et ce n'est pas commercial, hein. Lui, il ne dédie pas sa vie à faire des visites de sa ferme. C'est un producteur de café premièrement. Quand des touristes veulent venir visiter, il les accepte avec plaisir. Ça coûtait 16 US pour faire le tour de sa ferme et c'est un tour complètement privé. Vous pouvez acheter du café sur place. Il fait du café non torréfié parce qu'il nous a appris qu'en fait, le café de première classe, ce n'est pas torréfié. Ensuite, pour sortir de là, ça a été extrêmement stressant. Là. La route de terre, je vous dirais, là, ça se fait en 4x4, mais encore là, 4x4 avec un Jeep. Si jamais vous n'avez pas de Jeep, là, moi, je ne le referais pas. Avoir su ce que c'était la route, j'aurais redescendu jusqu'à San Isidoro El General pour remonter parce que là, on s'en allait vers la région de Cartago, où je suis en ce moment. Et à Cartago, nous, on est complètement hors de la ville. Je vous mettrai le lien, encore un très beau Airbnb. On a été allé visiter le volcan Irasu. Vous devez
réserver en avance sur Internet. Pas parce qu'il manque d'espace nécessairement, là, ça se pourrait, là, ils disent qu'il faut réserver d'avance, mais parce qu'ils n'acceptent pas les paiements sur place. Donc, vous allez arriver là-bas et ils vont vous dire, bon, mettez-vous sur le bord du chemin, faites votre réservation en ligne, puis ensuite, vous pourrez rentrer. Donc, tant qu'à y être, faites le don le matin avant de partir du Airbnb pour, une fois rendu sur place, là, pouvoir profiter de la place. Aujourd'hui, ici, c'est une journée extrêmement brumeuse, un peu pluvieuse. On ne savait pas trop si on devait y aller, mais c'est quand même à 1 heure de route. On s'est dit, ah, on va prendre la chance. On a vraiment bien fait parce que ici, on est dans les nuages, mais le volcan est en altitude encore plus haute. Donc, on est complètement sorti des nuages. En ce moment même, il fait encore très soleil au volcan. On a passé toute la moitié de notre journée, en fait, plus que la moitié de la journée là. Et en revenant vers notre Airbnb, on redescendait et on est à nouveau dans les nuages. Donc, n'hésitez pas à y aller, même s'il ne fait pas beau en plus basse altitude. Arrivez tôt, hein, parce que les autobus de touristes arrivent vers 10 heures. Nous, on était là à 8 heures à l'ouverture du site. C'était très bien. Vers 10 heures, les nuages sortent. C'est ce que les sites Internet disent et c'est ce que j'ai observé aujourd'hui. J'étais quand même surprise qu'à tous les jours, à 10 heures, les nuages sortent. J'en doute encore. Mais tout ça pour dire qu'autour de 9h30, 10 heures, là, la visibilité se fait presque nulle. Restez plus longtemps. Là, vous aurez vu le site un peu tout seul, désert, tout ça. Prenez une collation. Ensuite, restez parce que vers 10h30, 11h, les nuages se tassent et là, c'est devenu extrêmement dégagé. Super photo. On est retourné au point le plus élevé d'observation. Vous pouvez y aller à pied. Vous pouvez aussi aller en voiture. La route est relativement belle là, pour se rendre en haut. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit. J'espère que ça vous a inspiré. Et je vous souhaite un super voyage au Costa Rica. N'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions.